Bonjour, moi c'est Shan. On se connaît en principe déjà, donc je suis practice manager pour AFD Tech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que normalement vous devez déjà connaître si vous êtes familier de nos petites vidéos. C'est Frédéric Camusot qui la dernière fois était venu parler avec nous de son métier de PMO. Est-ce que tu peux te présenter déjà très brièvement? Bonjour, donc du coup, oui, Frédéric Camusot. Moi, je suis chez AFD depuis 2 ans et demi, bientôt 3. Donc du coup, je suis ingénieur généraliste de formation et aujourd'hui, je suis dans une mission en tant que PMO dans les télécoms. Alors précision, donc c'est un PMO plutôt senior, hein, donc on en a beaucoup chez AFD Tech. Et alors pourquoi est-ce que je t'ai invité à venir discuter un peu avec nous? C'est surtout pour parler d'éléments qui ont un rapport direct avec ce que tu sais faire, à savoir les certifications qui peuvent exister sur la practice pilotage. Alors, juste, je donne quelques éléments de contexte. Donc, chez AFD Tech, on forme beaucoup les collaborateurs. Et parmi les formations qui sont proposées, certaines sont avisées plus en rapport avec les gens qui sont sur des métiers en rapport avec de la gestion de projet, du pilotage, de la gouvernance, ce genre de choses. Or, il se trouve que Frédéric, tu as déjà un parcours tout à fait significatif et tu as eu l'expérience de passer déjà un certain nombre des certifications qu'on propose à nos collaborateurs chez AFD Tech. Donc voilà, c'était pour que tu donnes un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire par exemple quelles sont les certifications que tu as pu passer en rapport avec ce métier, hein? Ouais. Dans les certifications les plus significatives, ça serait pour commencer le PMI. Donc PMI, c'est du coup un institut américain qui permet de se former sur la gestion de projet et principalement comment gérer un projet d'une certaine dimension pour le mener à bien. Donc c'est une formation assez conséquente avec un gros volume d'informations à ingérer et qui se termine par un QCM. J'ai passé aussi une certification Green Belt. Green Belt, initialement c'est plutôt pour faire améliorer le flux de production dans une usine, sauf que ça a été mis sur le domaine de la bureautique. Aujourd'hui, c'est appliqué aussi en termes de bureautique. C'est améliorer les flux en gros d'informations pour peut-être gagner du temps, gagner de l'argent par rapport à tel ou tel sujet. Alors c'était le Lean, c'était le Lean Six Sigma, hein, c'est ça, hein, sur la... Exactement. Oui. Exactement. Donc c'est une formation Lean Six Sigma qui aboutit sur derrière un petit projet qu'on appelle Green Belt à effectuer. Alors petit, ça peut être petit ou moyen ou gros, hein, mais en tout cas c'est un projet pour lequel qui est bien cadré par un copil, un sponsor, des clients et avec un jalonnement qui est à respecter et des objectifs à atteindre. Si les objectifs ne sont pas atteints, le Green Belt n'est pas obtenu du coup. Donc très intéressant ce format de certification. Donc ça c'est la deuxième en ce qui concerne la gestion de projet, et j'en ai fait une troisième récemment, c'est orientation plutôt informatique sur les centres de services. Donc c'est le l'ITIL version 4. Et là c'est le récent, puisque c'est en étoile la version 4. Ouais, c'est ça exactement. Donc je l'ai passé avec AFD et donc celle-là c'est beaucoup plus orienté informatique, centre de service, chaîne de valeur. Ok, alors justement, je reviens juste sur le premier. Alors tu as dit PMI, en fait PMI c'est le nom de l'organisme, mais la certif que tu as passée c'est PMP, hein, donc C'est ça. La certif, c'est Project Management Professional. C'est la certification la plus élevée en gestion de projet pour le PMI, parce qu'il existe une certification junior qui s'appelle CAPM, mais qu'on préconise assez peu, parce que finalement, normalement, à partir du moment où on est chez AFD Tech, ce niveau de connaissance-là, en principe, tout le monde l'a. PMP, par contre, c'est quand même quelque chose d'assez dense. Donc, tu nous as parlé de QCM. Si je me souviens bien, c'est presque 4 heures hein, de QCM. Tu t'es préparé combien de temps avant de pouvoir te présenter à l'examen avec le QCM?
Alors je crois que j'ai pris un peu mon temps, hein. J'ai dû passer 6 mois après, avant de Oui, passer la formation. Après, ce qui est préconisé, c'est de le faire, au bout de 2 mois. Une fois qu'on a fait la formation qui durait, il me semble que ça durait une semaine oui, sur que tu as 5, 5 jours. ouais, 5 jours ouvrés et du coup derrière, voilà, en fait, on a je crois que c'était 1 an pour passer la certification. Oui. Donc voilà, après, ceux qui ont le temps de réviser parce que du coup ça implique des révisions à la maison. La plupart du temps on est en poste, donc c'est les révisions le soir, en rentrant ou, pendant, peut-être, les heures de travail si on arrive à se caler entre le temps de travail. Mais oui, donc il y a pas mal de révisions, c'est assez intense. Beaucoup de bachotage, hein, finalement. Il y a beaucoup de notions intéressantes, mais beaucoup de choses à connaître par cœur aussi. Toi, tu avais eu droit à un générateur de questions ou pas du tout? Alors je l'avais payé moi-même, parce D'accord. qu'en fait, il y a pas mal de choses en ligne. Donc soit la société avec laquelle qui nous paye la formation, nous le propose d'office, soit, du coup c'est, on le fait perso, quoi. Donc moi j'avais payé, pour avoir des sortes d'abac en fait, de QCM, ouais. Ça m'avait beaucoup aidé, hein, franchement c'était, Oui. Alors effectivement, donc là, juste pour expliquer un peu pour tout le monde, à l'heure actuelle, donc cette certification elle existe toujours. Je pense que toi, tu as dû passer la V6, je crois qu'on doit être à la V7 maintenant. Alors sur le principe, c'est exactement la même chose qu'avant. Simplement, avec les années, on ne peut pas dire que ça se simplifie plus que ça. Il y a pas mal de modifications hein, quand même sur la passation. Et j'insiste sur le fait que effectivement c'est une préparation assez sérieuse qu'il faut prévoir. Là, tu en témoignes bien. C'est qu'il y a les 5 jours qui sont surtout là pour expliquer le principe de l'organisation des connaissances en fait sur ce référentiel-là. En revanche, toute la partie révision, c'est sur du temps personnel hein, parce que ça nécessiterait trop de temps. Effectivement, à partir du moment où on a instruit le dossier, on a à peu près 1 an pour se présenter. Et toi, tu dis que tu as pris ton temps, mais finalement, par rapport à la moyenne, de ce que je sais, la moyenne des gens qui l'obtiennent ont préparé entre 3 et 7 mois avant de se présenter. Donc, en fait, tu fais partie de la bonne moyenne. C'est vrai que c'est quand même, le conseil, c'est quand même de ne pas attendre le dernier moment parce qu'en fait, alors il y a un taux de réussite qui reste assez faible, c'est moins de 50%. C'est pas forcément lié à la difficulté, entre guillemets, de l'examen, c'est plus lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent près de la fin de la validité de leur voucher et puis qui se disent mince, ça va expirer dans tous les cas, sur un coup de chance, ça peut peut-être bien se passer, qui se présentent et puis évidemment qui se vautrent parce que si jamais la personne n'a pas fait la préparation adéquate, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas avoir par hasard à mon avis. Tu peux témoigner, je pense, du fait que en cochant au hasard, ça ne marche pas. Hein. non, pas du tout. Voilà, oui, c'est une grosse certif, hein, donc on précise quand même que dans le monde des certifications, oui. C'est ça, c'est si on se rate, du coup, si on rate l'examen la première fois, on a la possibilité quand même de le passer une deuxième fois, 3 fois. Enfin, par contre, après, il faut payer à chaque fois qu'on se représente. Ouais. Et de mémoire, c'était quelque chose comme 150 € qu'il fallait repayer pour passer une deuxième fois, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, on apprend pas mal de choses. Hein. Bon, après, quand même, j'insiste sur un point. Je pense que tu vas probablement être du même avis. Ça apprend pas à devenir chef de projet ou PMO. En revanche, il y a des connaissances qui permettent quand même d'aider un petit peu. Et puis surtout, ça donne un petit peu plus d'autorité quand on arrive sur des gros projets. Si on sait qu'on a eu la certification, c'est qu'a priori, on connaît quand même, au moins sur le plan théorique, les bonnes pratiques. Est-ce que tu me confirmes que ça t'a quand même aidé de ce point de vue-là? Ouais, je confirme. Ouais. Moi, ça m'a aidé sur les deux plus-values que je vois avec cette formation. C'est la première, ça remet les bases en fait. Ça reparle de toutes les bases en donnant le bon vocabulaire. Donc ça nous donne une sorte de socle un peu commun à toutes les personnes qui ont passé la certification. Commun et en plus c'est international. Donc en fait on peut, moi je l'avais passé en anglais, on peut le passer en français. Bon finalement c'est pas très grave, mais le fait d'avoir quelqu'un en face, un interlocuteur qui l'a passé, en fait on va s'entendre tout de suite sur le vocabulaire. Si on parle de procurement, on va savoir, voilà, on va tous savoir qu'on parle d'achat, ce genre de choses, d'échéancier pour le planning, la gestion des coûts, et ça évite de dire des mots qu'on maîtrise pas forcément et qui seront interprétés d'une autre manière. Voilà. Donc ça permet juste déjà de mettre des bases en commun, de revenir sur des choses un peu théoriques qui n'étaient pas forcément maîtrisées,
comme ça peut être un exemple, ça serait le chemin critique. Comment est-ce qu'on calcule un chemin critique sur un planning, ou qu'est-ce que c'est le chemin critique, ou alors voilà la gestion des contrats, ce genre de choses. Enfin, ça remet, ça m'a appris. Enfin, moi j'ai appris des choses quand même en passant la formation. Donc voilà, enfin voilà. Moi c'est les deux choses que je vois, c'est ça, c'est réapprendre des bases qui sont communes. Et surtout avoir un vocabulaire qui est compréhensible de tous une fois qu'on sort de cette certification-là. Et en effet, comme tu l'as dit, chez certains clients, c'est pas tous, qui ont un certain degré de maturité en gestion de projet. Le fait d'avoir la certification, clairement, ça tamponne le fait qu'on soit quelqu'un qui sache faire de la gestion de projet, et potentiellement, ça peut nous distinguer d'une autre ressource, d'un autre candidat. Oui, donc ça ajoute de la crédibilité, et c'est vrai que c'est aussi dans ce sens-là que ça fait partie des certifications qu'on encourage certains collaborateurs à passer. Mais voilà, comme tu en témoignes, c'est quand même pas quelque chose qui se fait en 3 minutes. Ça nécessite quand même un investissement personnel en temps et en effort que tout le monde n'est pas forcément prêt à fournir. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant que tu puisses en témoigner, parce que il existe d'autres certifications un peu plus légères, par exemple Prince2, dont tu as probablement entendu parler, qui sont peut-être un tout petit peu moins reconnus et qui vont faire un inventaire peut-être moins exhaustif de tout ce qu'il faut savoir sur de la gestion de projet, mais c'est déjà une première marche qui peut suffire déjà à pas mal de monde pour entrer dans l'univers du projet en étant déjà dans la tech. Pour les personnes qui notamment n'ont pas la possibilité de dégager forcément autant de temps et d'efforts pour avoir déjà une première étape de certification. Donc tu as parlé aussi de ITIL. Alors c'est chouette parce que tu l'as passé dans le cadre de ce que propose AFD Tech. Juste comme précision, ITIL, ça existe sur plusieurs niveaux, hein. Il existe jusqu'à 4 niveaux. En pratique, toi, tu as dû passer ITIL Foundation. C'est ça. C'était quoi, 3 ou 4 jours, c'est ça? C'était alors très bonne question. Il me semble que c'était 3 jours, oui. 3 jours. Alors ça t'a paru comment? Tu l'as passé? C'était quoi les conditions pour passer ITIL? Alors, donc nous, on était donc avec un formateur qui nous a fait beaucoup d'exercices d'ABAC en fait, voilà, des exercices blancs. Et ensuite, on devait se présenter à l'examen, et c'était chez nous en fait. Donc c'est avec le PC, avec un surveillant du coup on est filmé en fait quand on passe le QCM chez nous. Et ça dure pas longtemps, hein. On a 1 heure pour le faire, il me semble, mais sincèrement, en 20 minutes, 20-30 minutes, c'est balayé. Je sais plus combien de questions il y avait, je me rappelle plus, mais en tout cas, voilà, c'est bien moins dense que le VMI. C'est du QCM, et sincèrement, voilà, avec les exercices blancs qu'on avait fait, c'était vraiment facile, quoi. Donc ça t'a paru nettement plus simple. Alors attention, on parle pas de la même chose évidemment, mais toi, tu l'as passé combien de temps après les jours de formation? Peut-être la semaine d'après. Ouais. D'accord. Bon, voilà, ça correspond très bien. C'est ce que nous disait le formateur. Bon, j'avais un formateur qui était très axé examen, mais ce qu'il nous disait, c'était de pas traîner pour garder, vu que toutes les infos étaient fraîches, autant passer l'examen tout de suite, parce que finalement, en prenant le temps, on a le temps d'oublier, il faut réapprendre. Ouais. Voilà. Oui. Alors c'est ce qui distingue effectivement PMP de ITIL. Alors évidemment, c'est pas des certifications de la même catégorie, hein. ITIL, on est d'accord, ça veut dire IT Information Library, donc c'est vraiment très orienté service IT, hein. Donc là, c'est pas du tout de l'environnement industrie au sens général, puisque PMP peut s'adresser à des professionnels dans l'industrie ou dans l'IT. Et ITIL, pour le coup, ça va être plutôt du prêt à consommer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a les jours de formation. On doit essayer de passer la certification assez rapidement derrière, et c'est vrai que le taux de réussite reste relativement élevé, en tout cas sur la foundation. C'est un peu moins vrai sur les étapes suivantes. La foundation, toi, ça t'a quand même t'as l'impression que tu as appris quand même des choses utiles? Alors le tweet, c'était quand même des infos très on survolait beaucoup de sujets, oui, sur la foundation, sans rentrer vraiment en détail dans les sujets. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait les différents niveaux d'ITIL. Donc sur la foundation, ça pose le contexte.
Voilà, globalement, voilà, sur la chaîne de valeur, euh, comment mettre en place un service du coup avec de type ticketing, etc. Enfin, euh, déployer une application, ce genre de choses. Enfin, ce qu'il y a en amont et pendant et après avoir réalisé une application web ou alors, enfin, peu importe finalement, hein, enfin, une solution informatique, quoi. Ouais. Donc du coup, moi, ce qui m'a manqué dans cette formation, alors après, c'était le premier niveau, mais ce qui m'a manqué, c'est d'entrer un peu plus dans le détail sur certains sujets. Voilà. Oui. Après, alors, pour le coup, oui, c'est normal parce que le foundation, normalement, c'est une espèce de socle commun de connaissances qui permet de poser les bases du contexte, hein, tu l'as dit, les éléments de langage, le principe dans lequel ça évolue, donc à savoir la délivrance d'un certain niveau de qualité de service, les bonnes pratiques, tous les éléments de langage associés. Et après, tu vas avoir les niveaux supérieurs qui vont te permettre d'aller un petit peu plus loin, sachant que ça va jusqu'au titre de ITIL Master. Alors, ITIL Master, c'est un titre qui n'est pas possédé par tant de gens que ça, parce que justement, il y a en principe au moins 2 échelons supplémentaires et qui témoignent du fait que tu as la capacité de mettre en place tout ça en connaissance de cause. Donc, ça va vraiment clairement au-delà. Donc, si effectivement, toi, à un moment donné, tu éprouves le besoin d'aller un peu plus loin, bah, tu pourras passer les étapes suivantes, puisque chez AFD Tech, on va jusqu'au bout. On peut tout à fait aller au grade d'ITIL Master, qui fait partie des certifications qui donnent aussi une visibilité en termes de compétences professionnelles complètes. C'est assez rare, donc pour ça que je le mentionne. Sachant que ITIL y a défini des rôles comme SDM, le Service Delivery Manager, qu'est-ce que c'est qu'un TM, un Transition Manager, IM, Incident Manager, etc. Il y a des rôles qui sont bien définis par ITIL l'intérêt quand même de l'ensemble du référentiel quand on va jusqu'au bout, c'est que ça permet d'avoir une certaine légitimité justement dans la mise en place de ces rôles, dans l'étude du besoin pour installer éventuellement des process qui relèvent de ce référentiel. Donc pour l'instant, toi dans ton contexte, c'est vrai que tu n'as pas forcément eu tant que ça l'occasion de déployer des connaissances en rapport avec ITIL Foundation peut-être? Non, ouais, c'est ça. Après, c'était aussi, c'était prévu. C'était aussi pour potentiellement avoir des bases pour une mission future, Oui. qui porterait peut-être plus justement sur quelque chose d'un peu plus axé sur de l'applicatif informatique. Enfin voilà, mettre en place une solution informatique quelque part. Donc voilà, c'est pas perdu en tout cas. Oui. Et je pense que je saurais me référer à cette formation-là pour la suite. Oui. Bon, sachant qu'en plus, effectivement, il y a des ouvrages de référence qui permettent de se replonger dedans au besoin. Pour revenir sur la ligne Greenbelt, donc alors juste comme explication, parce que tu parles de Greenbelt, c'est parce qu'en fait, il y a d'autres couleurs. Hein, ça prend un référentiel de couleurs pour donner les niveaux correspondants. Alors en fait, souvent, ce que pas mal de gens ignorent, je crois, c'est que en fonction des pays, le niveau de disponibilité de chaque ceinture va être différent. En fait, on commence normalement sur la yellow. En fait, normalement, si on prend le système en judo et tout ça, on est censé commencer à la ceinture blanche, mais comme justement on veut marquer le fait qu'on acquiert quand même une compétence, évidemment, on ne va pas passer la white belt, parce que le white belt, c'est normalement celui qui commence. Donc yellow, c'est vraiment la connaissance théorique de base. Il existe la orange, mais c'est très très peu enseigné en France. Et sinon, en général, en France, c'est le deuxième niveau, c'est green, ce que tu as passé. Et comme tu l'as dit, il y a un cas d'application, ce qui n'est pas le cas sur la yellow où c'est que de la théorie. Après, il y a des grades au-dessus et le plus élevé, en principe, il y a 2 échelons de black belt. Et ça veut dire que normalement, on va témoigner du fait qu'on a été mentoré et qu'on a aussi une expérience avérée, réussie chez un client qu'on peut expliquer et qu'on peut faire un retour d'expérience dessus. Donc c'est assez peu répandu de pouvoir l'avoir. Moi je l'ai obtenu, mais c'était dans un cadre industriel au Japon. Mais c'est vrai que dans le cadre habituel et en particulier dans le cadre IT chez nous, c'est quand même pas très très répandu. Tu as déjà croisé des gens qui avaient des certifs Six Sigma, quel que soit le niveau? Alors, moi, je l'ai passé quand j'étais dans l'industrie aéronautique. Oui. Et du coup, c'est pas mal répandu dans ce milieu-là. Donc, quand j'étais dans ce domaine-là, oui, il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Pas mal de candidats aussi pour passer Black Belt. La différence entre Green Belt, Black Belt, globalement, c'était les gains potentiellement obtenus sur un projet et le nombre de personnes, le nombre de parties prenantes
utilisée pour réaliser le projet. Mmh. Et voilà, la complexité c'est un peu lié à la complexité du projet finalement. Oui. Mais du coup, il y avait quand même énormément de personnes là-dedans. Je pense que ça doit se voir aussi dans les milieux un peu plus industriels, quoi, finalement, plutôt que l'informatique, cette certification-là. Mais oui, voilà, c'est plutôt dans ces domaines-là que j'ai vu. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'à l'origine, hein, c'est logique, puisqu'à l'origine, les certifications Lean avec les belts, c'était une façon un peu de tamponner des compétences en Lean industriel, et surtout sur l'aspect optimisation, en fait, mise en place de process, optimisation, recherche on va dire des gaspillages au sens vraiment générique du terme, c'est-à-dire gaspillage de ressources tout court ou gaspillage en termes de process à économiser, ce genre de choses. Et puis petit à petit, comme de façon récente, je pense que tu en as entendu parler, le Lean revient en force en fait. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de paradigmes en rapport avec de l'agilité au sens général. Et puis, il y a toujours des effets de mode dans tous les domaines. Et dans le domaine professionnel de la gestion de projet, ces derniers temps, c'est plutôt le Lean qui a tendance à revenir. Alors, quand je parle de mode, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait mourir l'ancien modèle. Ça veut juste dire qu'il y a des moments où on va peut-être remettre en avant des éléments qui existaient déjà, mais qui étaient peut-être un peu moins connus. Donc, on remet en visibilité. Puis, en général, comme tous les effets de mode, ça revient. C'est comme le yo-yo. Voilà, il y a des tas de choses qui quittent finalement pas la cour d'école, c'est juste que ça revient tous les 5 ou 10 ans. Toi, sur la partie PMP, est-ce que de façon récente, tu as eu des activités en rapport avec ça? Puisqu'à l'origine, je crois que sur PMP, on doit entretenir, entre guillemets, sa certification. Ouais, c'est vrai. Alors, ouais, comme tu dis, une fois qu'on a le PMP, il me semble qu'on a 3 ans pour valider des acquis. Enfin, c'est pas vraiment des acquis, en fait. On doit participer à des événements du type une conférence ou alors un webinar, etc. Et en fonction des thèmes de ces conférences ou webinars, on acquiert des points. Donc c'est des points qui sont qui sont sur différents thèmes. Donc il y a des choses sur la technique, des techniques de gestion de projet, il y a des thèmes plus sur la gouvernance, des thèmes plus sur un peu, c'est varié quoi. Et en faisant toutes ces choses-là, on acquiert des points. Et une fois qu'on a obtenu les points, notre certification PMP est reconduite pour les 3 années suivantes. Voilà. Donc moi, je suis tombé là-dedans juste pendant le Covid. Ouais. Donc tous les événements se sont arrêtés. Ouais. C'était que des webinaires, tout en anglais. Et sur des thèmes, j'ai décroché. Oui. J'ai décroché, sachant que tous les ans, alors malheureusement, cette certification, c'est un modèle américain, donc il y a un système monétaire derrière qui est assez conséquent. Il faut payer sa licence tous les ans. Et une fois qu'on l'a payé, donc il faut valider les acquis en participant à ces événements. Une fois qu'on les a validés, on a le droit à 3 ans de plus pour être dans le réseau PMP en fait. Et le réseau PMP, ça donne accès à certains documents, surtout un annuaire en fait de personnes que l'on peut aller démarcher et puis peut-être provoquer des événements avec ces personnes-là. Donc c'est pas mal d'un point de vue business, je pense. Après, si on n'est pas dans le business ou à la recherche de réseautage, moi je me suis arrêté là. Voilà, j'étais pas dans ce cas-là, donc je me suis arrêté là. Oui, alors effectivement, après ça dépend de l'usage qu'on veut faire de sa certification. Comme tu viens de le dire, comme pour toute certification, il peut y avoir un petit peu de business spécifique derrière. On sait que les spécifications américaines, les certifications américaines sont beaucoup dans ce cas-là, comme SAFe ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va t'encourager à rester dans l'écosystème de la certification. Alors à l'origine, ça partait plutôt d'une bonne intention, puisque à l'origine, c'était pour s'assurer que les personnes qui avaient cette certif faisaient bien de la veille en rapport avec le maintien de ces compétences. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce système de points. Bon, après, je pense que ça a été un petit peu dévoyé peut-être, mais il n'en reste pas moins qu'il y a certaines personnes qui en font un usage plutôt rationnel, à savoir, alors je crois que c'est 60 points à obtenir pour faire valider la poursuite du titre. Et pour obtenir les points, ils ont diversifié maintenant les modes d'obtention des points. Avant, au tout début, à l'époque que j'ai connue, moi, il y avait quasiment que les
des conférences, il fallait que ce soit des conférences agréées, etc. Maintenant, ils ont vraiment beaucoup élargi. Alors justement, je crois que l'effet Covid a aidé un peu à élargir, parce qu'il y a certaines choses qui sont récentes, et notamment le fait de valider par la lecture d'un ouvrage, le fait d'avoir suivi telle ou telle conférence, même sans forcément qu'elle soit agréée, le fait d'avoir soi-même animé certaines choses au sein de sa propre entreprise, même sans que ce soit directement estampillé PMI. Donc ça s'est beaucoup élargi, et donc maintenant c'est vrai que si tu voulais repartir sur un circuit où tu veux maintenir entre guillemets la validité officielle de la certification, c'est devenu plus facile maintenant. Après, pour autant, comme tu l'as dit, sans intention spécifique, l'inconvénient c'est qu'il faut repayer à chaque fois. Alors c'est pas des sommes énormes, mais c'est vrai que dans le principe ça peut agacer un petit peu. Mais comme tu l'as dit aussi, oui, mais comme tu l'as dit aussi, tu as l'accès à une espèce d'annuaire. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est que les personnes notamment qui sont, alors contrairement à nous, qui sont peut-être sur le marché sur du freelance par exemple, ça peut peut-être avoir un intérêt de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que nous qui sommes consultants salariés, pour nous effectivement le niveau de bénéfice actuel est pas très élevé. Pour autant, ça reste une certification vraiment intéressante, hein. Je tenais à ce qu'on en parle parce que c'est de plus en plus demandé. Je pense que c'est on va dire à bon escient, parce que dans tous les cas, ça reste un avantage concurrentiel, ne serait-ce qu'à cause du nombre de personnes qui obtiennent cette certif, hein, puisque, donc je le rappelle, il y a moins d'une personne sur deux qui s'y présente, qui est reçue. Or, il n'y a pas tant de gens que ça qui s'y présentent. En plus, on peut dire que même une fois qu'on s'y est présenté, des gens qui ensuite utilisent cette certification dans le cadre professionnel, il n'y en a pas tant que ça non plus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même une espèce de catalogue qui comporte énormément d'informations et auquel on peut continuer de se référer. Et surtout, pour voir vraiment le verre à moitié plein là-dessus, c'est quand même, il y a une espèce d'obligation d'excellence de la part du PMI pour essayer de maintenir aussi la pertinence autour de cette certification qui est de plus en plus demandée. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le PMP est quand même une certif qui à l'origine était très prisée en milieu industriel, parce que en fait, si on regarde le catalogue de tout ce qui est donné dans le scope PMP en termes de théorie, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus souvent en rapport avec des standards de l'industrie où il y a de la vente, des achats, des contrats, des éléments qui sortent un petit peu du cadre habituel du projet IT au quotidien. Mais ces derniers temps, même dans l'IT, beaucoup d'acteurs se sont mis à réclamer ça, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont de plus en plus transverses. Et finalement, tu le vois en tant que PMO, il y a quand même un petit peu moins de silotage qu'avant sur ces sujets, et donc ça nécessite un regard éloigné qui peut avoir un intérêt à bénéficier des compétences acquises là-dessus. Ouais. Moi, quand j'étais, du coup, quand je l'ai passé, en fait, ils avaient ajouté un module agile, agilité, qu'il n'y avait pas forcément avant, et du coup, voilà, donc c'était un livre à part. Oui. Du coup, oui, il commençait justement à expliquer les différentes méthodes de l'agilité avec un grand A, quoi. Enfin, toutes les méthodes de Scrum, d'itération, d'incrémentation, etc. Enfin, de l'hybride, etc. Donc en fait, voilà, ça permettait d'avoir l'écosystème en vue. Et je pense que cette notion d'agilité a monté avec les versions là. Oui. Donc là aujourd'hui, je pense que la part agile est beaucoup plus importante. Ah oui, c'est vrai que voilà, c'est ça. Ouais. Pour les les project managers, les PO, etc., ça peut avoir une valeur ajoutée de passer cette certif-là aujourd'hui, quoi. Oui. Alors, les orientations. Oui, c'est vrai. Alors en fait, c'est vrai que tu fais bien de le dire. Toi, tu as dû passer à V6, et la V6, c'était la première qui commençait vraiment à prendre en compte l'agilité dans des proportions assez élevées. Et là, sur la V7, qui est la version en cours, non seulement ça a été pris en compte, mais en même temps, ça a même servi à refondre le référentiel complet. C'est-à-dire que maintenant, on essaie de considérer globalement le projet sous l'angle de la délivrance de valeur. Et donc sous un angle, on va dire, agile compatible, même si effectivement il continue à décrire du process classique, du process hybride, et puis plutôt des méthodes agiles. C'est devenu beaucoup plus central. Alors évidemment, hein, je pense que tu t'en doutes, même la V7 actuellement en PMP fera pas du certifié un agiste chevronné, mais par contre ça permettra au moins de connaître ce qui s'y passe, comment on est censé procéder, puisque maintenant finalement chez la plupart de nos clients de grands comptes, on va avoir beaucoup de projets qui se déroulent en hybride, et donc avec des équipes qui sont agiles, d'autres qui ne le sont pas du tout, d'autres qui le sont un peu entre les deux, et ça permet d'avoir un peu un regard éloigné aussi que ce soit en tant que PMO ou chef de projet d'ailleurs. Oui. Ouais.
Toi, il y a des certifications là comme ça quand par exemple là, il se peut que tu sois amené peut-être à changer de client dans un avenir proche. Est-ce que par hasard, ça réveille des envies de monter en compétence grâce à une certif? Je pense que quand on est consultant, je pense qu'il faut toujours se préparer à passer des certifications. Après, aujourd'hui, j'ai pas j'ai pas une vision assez claire du coup du prochain client et donc du coup potentiellement de la prochaine formation. Oui. Il y a de grandes chances que ça soit quelque chose qui soit plus tourné vers du coup l'agilité. Oui. Ça, il y a de grandes chances. Je sais qu'il y a le SAFe qui existe, qui est assez connu. Après, en fonction du projet sur lequel j'irai, je pense que ça peut valoir le coup de viser plus ou moins quelque chose qui puisse me servir dans l'immédiat. Donc voilà. Après, pour le coup, là, je laisse les chefs chez AFD me proposer les bonnes choses avec le client qui permettra aussi d'orienter vers les bonnes formations, quoi. Mais en tout cas, oui, clairement, enfin, je pense que quand on est consultant, on est amené à se remettre un peu à niveau en permanence pour être au mieux vis-à-vis d'un projet, quoi. Donc ouais. Oui, bah C'est à suivre pour moi en tout cas. oui, bah, je n'ai pas de doute sur le fait que tu vas faire des choix judicieux, mais tu viens d'évoquer quelque chose de central à mon avis. C'est le fait que chez AFD Tech, effectivement, toute la partie en rapport avec le maintien des compétences professionnelles a un rapport aussi avec, ou la montée en compétences a vraiment un rapport avec le contexte client. C'est-à-dire que ça a un rapport avec là d'où l'on vient et ce qu'on sait déjà, et puis là où on veut aller. Et en l'occurrence, là où on veut aller, ça a souvent un rapport évidemment avec le client suivant. Et il est évident que, par exemple, quelqu'un qui est sur un contexte qui reste un contexte extrêmement industriel n'a pas forcément intérêt à s'orienter, par exemple, sur le liquide immédiatement. Et inversement, quelqu'un qui va s'orienter vers quelque chose qui est surtout de la mise en place de process en termes de qualité de delivery a plutôt intérêt à s'orienter, par exemple, sur le liquide plutôt que sur du PMP si on est sur un périmètre full IT. Donc, d'où l'intérêt de discuter aussi avec des gens qui les ont passés. Je rappelle que les pratiques Ça, aussi par rapport à, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, typiquement, j'ai passé l'utile parce que je savais que derrière, j'allais potentiellement m'orienter plus vers des projets d'IT, plus orienté IT que industriel. Donc du coup, voilà, j'ai passé un peu ce petit cap. Donc voilà. C'était c'est juste vrai pour rebondir sur ce que tu as dit. Oui, très bien. En fait, ça permet de dire aussi qu'il y a deux, en gros, il y a deux axes sur lesquels on peut s'appuyer. C'est que tu vas avoir la situation où tu es en anticipation, effectivement, en te disant, bon voilà, moi j'aimerais me projeter plutôt sur telle typologie d'univers et donc je vais m'en donner les moyens et passer telle ou telle formation certifiante. Et il y a aussi la situation où on va agir un peu en réaction, pas forcément parce qu'on est en retard, mais parce qu'on a peut-être eu une opportunité qu'on n'avait pas forcément anticipée, ça peut arriver. Et donc on se dit, par exemple, voilà, moi j'étais pas préparé à travailler en environnement agile. Là, il se trouve qu'une super bonne opportunité client se présente, mais il faut quand même avoir des connaissances en agilité. Là, ça peut avoir un intérêt effectivement de se former et de passer par exemple une PSN, donc toute la partie Scrum Master, ou une PSPO pour la partie Product Owner, en sachant que dans ces deux certifs qui sont assez petites, mais qui donnent déjà le cadre théorique. Et comme tu l'as cité tout à l'heure, SAFe, si jamais on est dans un environnement client où il y a de l'agilité à l'échelle, actuellement le seul et unique framework en fait vraiment officiellement déployé quand on fait de l'agilité à l'échelle chez les clients, c'est SAFe. Et en fait, SAFe, c'est tout un système qui permet en fait d'envisager la manière d'organiser de l'agilité quand il y a beaucoup de monde. Et ça, ça donne lieu à une certification qui s'appelle SAFe avec le numéro de version et puis le rôle qu'il y a derrière. Il y a des certifications, on va dire, génériques pour ceux qui sont plutôt sponsors ou leadership, d'autres qui sont plutôt orientés vers des praticiens qui sont terrain et d'autres qui sont plutôt sur la partie coaching. Et donc, à chaque fois, la certification est composée à peu près de 70-80% de générique et à peu près 20-30% de spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup ces derniers temps et qui est souvent soit une logique de diversification chez quelqu'un qui est déjà agiliste mais qui n'a pas forcément une grosse expérience d'agilité à l'échelle, soit de réaction chez quelqu'un qui va entrer dans un environnement en agilité mais où on travaille à l'échelle et même si son rôle n'est pas forcément agile,
de comprendre tout simplement la manière dont l'organisation fonctionne selon cette logique-là. Donc effectivement, en fonction de ton client futur, ça peut avoir un intérêt d'entrer là-dedans et donc ça peut être une logique aussi en réaction. Donc, Oui, c'est ça. Et comme tu dis, ça permet aussi voilà, même si on n'est pas forcément amené à être acteur dans un environnement qu'on connaît pas forcément, ça permet justement de comprendre potentiellement ce qui se passe. En fait, c'est ce que tu disais là. Le fait de connaître la théorie, en fait, quand quelqu'un va nous parler de son métier ou de son projet, ça permet aussi nous de situer par rapport aux connaissances théoriques qu'on a eues à peu près là où il se situe Oui. vis-à-vis d'une connaissance, d'un schéma qu'on a eu en tête et qu'on n'a jamais oublié, et de se dire ah d'accord, toi tu fais ça, et donc ça moi je l'ai beaucoup perçu dans mes différents projets là. Donc surtout grâce au PMP, et d'ailleurs aussi avec les Green Belt, finalement, arriver à voir que telle personne faisait j'ai pas d'exemple qui me viennent là en tête, mais bon, globalement, voilà, il travaille sur un process ou il travaille sur quelque chose. Donc là, on se dit clairement que, ok, il est en phase d'avant-projet. Potentiellement, il est en train de délimiter son secteur d'activité, que son secteur d'activité, une fois que le scope sera défini, ça sera signé par les sponsors pour démarrer le projet. Donc le projet va mettre potentiellement, si c'est un projet waterfall, un certain temps d'exécution. Si c'est de l'agile, peut-être que voilà, on aura un premier résultat de sprint rapidement. Voilà. Mais ça permet juste de remettre les bases un peu et d'avoir son propre référentiel et par rapport au monde dans lequel on évolue, de pouvoir mettre les gens, et de pouvoir mettre ce que fait les personnes ou ce qu'on voit dans des petites cases finalement qu'on a appris à reconnaître. Oui, c'est ça. En tout cas, Et ça permet d'avoir pied un peu partout, quoi. Oui, ça permet de se repérer plus rapidement et puis de mieux comprendre aussi le pourquoi l'environnement, le contexte est adapté de telle ou telle manière. Donc c'est vrai que c'est utile là-dessus. Alors c'est vrai que je rebondis là-dessus pour dire que c'est quand même des éléments. Les formations certifiantes sont justement un moyen très pratique d'augmenter son niveau de connaissance et d'aider à la montée en compétences, mais j'insiste toujours sur le fait qu'une formation certifiante ne peut pas se substituer complètement à une formation professionnelle complète. On est tous les deux ingénieurs, on sait très bien qu'il y a des choses pour lesquelles on a été formé et pour lesquelles on a été formé pour se former. Et bien sûr, c'est pas une simple certif qui va tout apprendre. Je prends l'exemple de la PSPO. PSPO, c'est une certification pour les Scrum Masters, pour les Product Owners en agilité. Et en fait, parmi les activités du Product Owner, il y a une activité qui correspond plus ou moins à celle de recueillir le besoin, la structurer, etc. Et ça se traduit professionnellement par le fait que la personne doit être capable d'écrire des spécifications dans un format précis qu'on appelle les user stories. Cette compétence-là, c'est une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert, mais qu'on ne peut pas apprendre dans le cadre d'une formation certifiante. Il faut un cadre, un contexte. Et donc, bien sûr, ça ne veut absolument pas dire qu'on apprend tout au fil de l'eau, mais en tout cas, on ne peut pas apprendre intégralement des compétences, des savoir-faire complets dans le cadre d'une formation certifiante, et je tiens quand même à insister là-dessus. Il faut déjà avoir une appétence pour le sujet, avoir un contexte qui va s'y prêter et avoir aussi à l'origine certains éléments de prédisposition qui vont permettre de faire prendre le mélange en fait. Par exemple, toi, tu as passé… Oui, dans les prédispositions, tu n'as pas parlé sur le PMP, oui. Moi non plus. Mais en fait, il y a des prérequis aussi pour le passer. Ouais. Il faut, du coup, de mémoire, je crois que c'était 3 ans de gestion de projet. Ouais. Il faut justifier, du coup, chacun des projets qu'on a fait, le contexte, etc. Et du coup, à partir de là, si on a tous ces checkbox-là, on est un candidat potentiel pour passer la certification. Mais c'est vrai qu'en sortant d'école, on va pas pouvoir directement postuler pour passer le PMP. Il faut de l'expérience obligatoirement et il faut la justifier, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, PMP est l'une des rares certifications avec des prérequis d'ordre professionnel et qui montre bien d'ailleurs que PMP n'est pas fait
pour te faire acquérir ces compétences-là au cours de la formation. En fait, ils sont là pour tamponner le fait que oui, vraisemblablement, tu as eu les prérequis en termes de compétences qui te permettent, et d'expérience surtout, qui te permettent de candidater pour avoir ce cadre théorique supplémentaire. Et donc, ça vient tamponner un peu les deux. Donc oui, je te confirme que pour PMP, le minimum, c'est 3 ans, c'est-à-dire 4500 heures de pratique professionnelle temps plein de projet. Et donc voilà, ça te permet de te présenter. Sans ça, effectivement, sans ce dossier, on ne peut pas se présenter. Alors, il se trouve qu'ils font des contrôles aléatoires, hein. Moi, je crois que j'en avais soumis un à l'époque. Et donc, on ne peut pas déclarer n'importe quoi parce que certains me disent oui, bon, on peut raconter des bêtises. Non, il ne faut pas parce que d'abord, ça déprécierait un petit peu le titre d'une part et d'autre part, il existe vraiment des contrôles aléatoires et on peut se voir retirer le titre si on constate que on a peut-être un petit peu mal compris les prérequis qu'il y avait quand on a rempli le dossier. Oui, donc effectivement. Certaines certifications, il y a 0 prérequis. Donc, je prends l'exemple d'ITIL. Bon, évidemment, on s'en sort mieux si déjà on s'y connaît un petit peu dans l'univers technologique, mais quand même. On va avoir PSM, PSPO, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de prérequis. Il y a des prérequis qui sont liés à l'acquisition de points précis. Par exemple, une certification sur laquelle on travaille ces derniers temps avec quelques collaborateurs, c'est la certification UXPM. Donc c'est UX Product Manager et qui est une façon de certifier quelques aspects de compétences en rapport avec le métier de Product Owner et qui est le fait d'être capable d'avoir vraiment une meilleure approche côté besoin client et avec le côté expérience utilisateur, interaction utilisateur. Et là, il y a plusieurs niveaux. Je crois que de mémoire, il doit y avoir 3 niveaux. Et on peut passer chaque niveau séparément, mais à condition qu'on justifie du fait d'avoir quand même les connaissances sur les précédents. Donc, on n'est pas obligé d'avoir passé UXPM 1 pour passer la 2, mais on aura une mini-épreuve avant pour attester du fait qu'on a quand même les prérequis pour suivre ce qui se passe sur niveau 2, et idem pour le niveau 3. Donc, je dis ça pour les gens qui sont chefs de projet maîtrise d'ouvrage ou PO et qui veulent plus travailler cette dimension de je veux mieux travailler la dimension parcours client, mieux collaborer avec les UX, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des questions par rapport justement à des certifications ultérieures qui te seraient accessibles ou à des montées en compétences, là comme ça, but en blanc, à part sur la partie agile? Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, je sais pas, ce qu'il y a. Ouais, tu disais, tu le mentionnais tout à l'heure, c'était une des plus grosses formations, le PMP, par rapport à la gestion de projet. Mais ouais, est-ce qu'il y a quand même des choses, si jamais on voulait encore plus s'améliorer sur la gestion de projet, j'ai pas l'impression qu'ils ont. Alors, en certifiant data essence, non. Par contre, en non certifiant, on peut travailler sur des axes de compétences spécifiques. Par exemple, gestion budgétaire, ce genre. Il va y avoir des axes spécifiques avec des modules thématiques. Mais par contre, ça ne sera pas forcément de la formation certifiante au sens où on l'entend. Ça peut être de la logique outil aussi. Par exemple, toi, tu as eu l'occasion d'utiliser pas mal d'outils différents sur la partie gestion de projet. Toi, c'était Planisware, je crois, ce que tu utilises ces derniers temps? Ouais, un peu de tout, ouais. Planisware, Primavera, MSP, sinon. Oui, c'est ça, donc c'est MS Project, tout à fait. Et par exemple, voilà, ça peut être de la logique outil. Donc, il y a des gens, par exemple, il y a eu une demande récente sur quelqu'un qui voulait monter en compétence sur Microsoft Project. Et même si effectivement c'est plus pertinent de le travailler sur des vrais projets, bien sûr toute la partie théorique on peut la travailler un petit peu comme on montrait en compétence sur des outils bureautiques finalement. Je rappelle aussi que FDTech assure ce genre de choses, hein, c'est-à-dire que s'il y a un besoin sur de la montée en compétences spécifique, je sais pas, sur Excel par exemple, pour atteindre des niveaux plus avancés, on peut préparer pour des examens type TOSA qui sont là pour attester d'un niveau de bureautique un peu comme on ferait sur de l'anglais pour du TOEIC par exemple. Avec des modules qui vont de débutant jusqu'à expert, hein. Donc jusqu'à la personne qui écrit en VBA, etc. Donc ça peut aller assez loin. Ouais. Sur de la data, par exemple, là, voilà, si tu as un besoin futur sur du traitement de données, par exemple, ou de la structure de données, il y a des choses peut-être plus orientées techniques aussi. Donc il y a des modules thématiques sur de la tech, pas juste sur des rôles ou des choses comme ça. Ouais, ok. Et pour alors je sais pas si t'as l'info, mais c'est quoi du coup quelle est la formation la plus réalisée chez l'AFD?
Alors, il faudrait que je vérifie. Le top 3 des formations. Alors, il faudrait que je vérifie parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut prendre en compte ce qui est demandé, ce qui est accordé dans un délai court et là où les gens sont reçus. Alors, à ma connaissance, en projet, ça va surtout être du Prince 2. Donc Prince 2, pour des raisons évidentes, c'est que c'est une certif qui est plus courte et donc plus accessible. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir quelque chose d'un peu immédiat, une espèce de première marche. Ça a l'avantage aussi de permettre de mobiliser des gens en présentiel aussi, puisque malheureusement, avec l'influence du Covid, il y a de plus en plus de formations qui se font en distanciel. Alors, c'est un aspect pratique évident, hein, puisque ça permet de multiplier des sessions pour des gens qui ne sont pas obligés de se déplacer. Ça a aussi quand même un petit inconvénient, c'est que tu l'as subi, entre guillemets, hein, c'est que la préparation PMP 5 jours à distance, c'est quand même... c'est un peu hardcore. Hein, moi, je l'ai fait en présentiel. Ah ouais, t'as eu de la chance. Par contre, après ça, ouais, c'est une fois que je l'ai eu, il y a eu le Covid. Et là, pour aller participer aux événements, c'était webinaire chez moi. Et par contre, j'ai fait la formation Green Belt. Celle-là, je l'ai fait à distance. Ouais, parce que là, c'était pendant le Covid. Et oui, donc là, en effet, c'était... ça se met, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas pareil. Avoir l'interaction de finalement des personnes un peu comme nous qui sont dans d'autres industries, dans d'autres secteurs d'activité, ça permet aussi d'ajouter un peu de valeur à la formation, quoi, plutôt que juste écouter le prof. Oui. Le fait d'avoir aussi des exemples ou des petites anecdotes des uns et des autres, ça permet aussi de remettre un contexte un peu plus complet, quoi, sur certaines thématiques. Ouais. Oui, c'est pour ça, moi, c'est l'un de mes regrets, effectivement. C'est la multiplication de ces sessions à distance. Alors, on est obligé de se plier à ça parce que, évidemment, ça arrange aussi la plupart du temps les collaborateurs. Mais c'est vrai que ça retire un peu de cette valeur ajoutée qu'il y a à faire des rencontres, hein, tout simplement, parce qu'il va y avoir pas mal de personnes d'entreprises différentes. Et il est évident qu'en distanciel, on le sait très bien, les interactions transverses, elles sont littéralement stoppées. Alors que tout ce qui est en présentiel, il va y avoir une forme de spontanéité qu'on va trouver et des échanges naturels qui vont s'installer. Alors c'est pour ça que chez AFD, du coup, tu n'en as peut-être pas entendu parler, mais il y a eu plusieurs sessions qui ont été organisées en présentiel, par exemple sur du Prince 2. Alors, par contre, c'était que pour des personnes d'AFD Tech, donc il n'y avait que des collabs AFD Tech, mais à Lyon et à Paris, je crois que c'était de l'ordre d'une vingtaine de personnes, et l'avantage c'est que là, on a fait venir carrément le formateur, et ça a présenté l'avantage d'avoir une espèce aussi de... Alors je ne peux pas parler de team building, mais en tout cas de renforcer un petit peu le sentiment d'appartenance, puisque des gens qui passent ensemble la même certif, c'est sûr que ça crée aussi du lien. Bon, c'est une expérience qu'on va essayer de reproduire autant que possible, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément le faire, puisqu'il y a le côté à la carte pour que le collaborateur puisse accéder rapidement et facilement à son vœu de formation, certification. Et il y a quand même aussi cette dimension du est-ce qu'on ne peut pas avoir le petit truc en plus. Et dans certains cas, c'est possible. Et quand tu as passé ta certif ITIL, tu étais en mission ou t'étais en intercontrat? J'étais en mission. Ouais. T'étais en mission. J'étais en mission, du coup, ça a été vu avec le client, accepté. Et du coup, voilà, j'avais 3 jours dédiés à la formation. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà, et après, sur l'ordre de passage d'assertif, c'était du perso, quoi. Mais... Oui. Oui, après ça, c'est toi qui t'arranges. La plupart, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que j'ai passé, pour les 3 formations que j'ai citées, là, c'était à chaque fois quelque chose d'agréé avec le client, ou c'était en interne, hein, et du coup, il n'y avait pas de souci sur le sujet, quoi. Oui, mais dans tous les cas, oui, ça doit être vu, hein, avec le client, parce que oui, c'est un temps de formation qui ampute le temps de travail si on est en mission quelque part. Oui, bien sûr. Après, ça dépend complètement de ce qui se dit avec le client, de ce qui a été convenu aussi. Parce que des fois, c'est même une demande du client. Hein. C'est ça. Il y a des situations où c'est le client qui demande lui-même, par exemple, faites-lui passer la certification, je sais pas moi, Safe POPM, parce que c'est absolument nécessaire chez nous. Et à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas trop de mal à convaincre le client qu'il faut mobiliser les jours qu'il faut. Et après, il y a d'autres situations où on va peut-être privilégier les situations d'intercontrat parce que ça va peut-être être plus facile, ne serait-ce que pour le collaborateur, hein, pour l'organisation. Comme tu l'as dit, il faut du temps aussi pour la passation. Et quand c'est une passation d'une demi-heure, ça va. Mais quand c'est les 4 heures de passation pour PMP, c'est une autre histoire. En plus, oui, tu nous as parlé de ce système. Il y a un système de contrôle. Tu l'as passé à distance aussi, PMP, non? Le PMP, non, je vais aller dans un centre d'examen.
Ouais, et du coup, on est éducateurs dans une pièce avec peut-être une quinzaine d'ordi, Oui. avec des personnes qui passent n'importe quel examen. Ils passent pas forcément le PMP, ils passent potentiellement autre chose. Et ouais, il y a des caméras, il y a quelqu'un qui regarde. Enfin, c'est hyper surveillé, quoi. Il y a pas la place à la triche. Oui. Et si on le fait, bah ok, très bien, vous pouvez tricher, mais bon, je pense pas que ça marchera, quoi. Non, c'est difficile. Là, pour le coup, je peux en témoigner aussi. Le PMP, la triche, c'est pas vraiment possible parce que à distance, par exemple, il y a une surveillance par caméra et le moindre indice de quoi que ce soit peut vous faire couper l'examen et l'examen est un ISS. Et alors, ça peut aller de choses assez légitimes. Par exemple, si on voit quelqu'un passer derrière, on va se dire, ouais, bah, il peut être aidé puisqu'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc, évidemment, ça fait partie des consignes qui sont données d'avance. Hein. C'est voilà, personne dans la même pièce. Ensuite, Le casting, c'était ça. oui, bah c'est ça, c'est le même système. Hein. Donc, pareil, même quand c'est des choses qui sont un peu triviales et du style le chat qui passe, bah, faut éviter aussi parce qu'en fait, il y a toujours la suspicion qu'il y ait une porte ouverte, une fenêtre ouverte ou quelque chose. Si on a le regard qui dévie un peu trop longtemps, il y a toujours la suspicion qu'on a un deuxième écran ou quelque chose, un truc écrit à côté. Donc voilà, c'est quand même vachement surveillé. Et je sais qu'il y a eu pas mal de faux négatifs, entre guillemets, là-dessus, de gens qui, alors qu'ils n'avaient aucune tentative de triche en fait, hein, se sont vus fermer la porte de l'examen parce qu'ils n'avaient pas respecté les consignes très strictes qui étaient données avant l'examen. Et du coup, bon, ils ont dû se représenter. Alors, il y a des cas de figure quand même, on a le droit malgré tout de reprendre l'examen sans frais, notamment quand il y a des problèmes de connexion qui viennent du centre d'examen. Bon, bah là, il est évident que le collab y est pour rien. Par contre, si c'est un problème de connectivité du côté de l'élève, enfin du candidat. Là, par contre, c'est vraiment du cas par cas. De ce que j'ai compris, des fois, ils refusent vraiment de valider une deuxième passation malgré tout parce qu'ils estiment que c'est pas à eux d'assurer ce genre de choses, quoi. Donc bon, voilà. Après, bah, c'est un système américain, donc c'est rigide, hein, c'est assez rigide. Pareil pour Safe. Hein, Safe, l'examen, je sais plus, c'était 2 heures. 2 heures. Alors, il n'y a que 60 questions, mais par contre, c'est des questions assez hardcore et certains se disent, ouais, 2 heures, ça va, c'est possible. Honnêtement, même en étant entraîné, on a besoin, alors peut-être pas des 2 heures, mais on a bien besoin d'1h40, 1h45. Contrairement à des petites certifications type PSM, PSPO, où là, normalement, quand on est entraîné, ça passe comme dans du beurre. Là, pour le coup, c'est... Voilà. Alors, bien sûr, il y a des examens et des certifications où on peut tricher, entre guillemets. Il est évident que pour que ça donne un petit peu de valeur à ce qu'on fait, c'est quand même recommandé d'éviter, quoi. C'est pas le but. Non, tout à fait. Oui, voilà. Non, mais je dis ça parce que... Ça se vite, franchement, si en revenant, enfin, c'est ça aussi que je me disais, c'est là où j'étais un petit peu frustré avec l'ITIL en rentrant chez le client, c'est que du coup, j'avais pas grand chose à lui apporter, enfin, j'avais pas l'impression d'avoir assez de contenu pour lui fournir de l'info en disant, bah voilà, j'ai appris ça, il faudrait que vous fassiez comme ça. Comme le fait que vu que j'étais pas dans le contexte non plus sur une Vresta IT, ben, ça m'a un peu aussi mis en attente d'eux. Donc je suis un peu en attente de pouvoir utiliser ce que j'ai appris avec cette formation. C'est aussi un peu le revers de la médaille, quoi. Quand on anticipe, du coup, il faut être un petit peu patient pour attendre la suite de la mission suivante. Il y a un élément quand même qui est assez intéressant sur certaines certifs, c'est le côté un peu culture générale. Par exemple, sur PMP, je pense que tu l'as remarqué, il y avait beaucoup de références livresques, hein, donc des références universitaires, oui. Puisque bien sûr, il se base sur des éléments factuels. Hein, il se base pas, c'est pas du pifomètre et de l'arbitraire en se disant il faut faire comme ça et pas autrement. Il y a des retours d'études qui sont pris en compte et des ouvrages souvent assez récents de management ou autres qui sont là aussi pour étayer tout ce qui est bonne pratique et éléments théoriques dans PMP. Donc je suppose que toi tu l'as déjà lu. Et tu sais, les différents... Ouais, je vais quand le formateur. Moi, ça dépendra forcément du formateur, mais moi, je sais que j'avais une formatrice qui était très bien dans ce sens-là, justement, c'est elle faisait plein de références à plein de personnes qui ont travaillé sur la thématique, quoi. Et du coup, elle nous donnait beaucoup de liens pour aller voir, etc. Donc voilà, ça permet aussi, quand on est intéressé par un thème, d'aller voir de nous-mêmes. Et voilà, on a notre petite lecture du mois supplémentaire une fois qu'on a passé l'examen, quoi. Mais non, c'était vraiment... moi je trouve que ça dépend aussi beaucoup du formateur. On peut avoir la chance ou la malchance de tomber sur un bon formateur, un formateur classe. Enfin, oui, ça c'est juste le minimum, mais bon, la plupart du temps pour ce genre de formation, je pense qu'ils ont quand même un niveau qui
est conséquent et du coup, enfin, il y a forcément du bon à tirer, quoi. Sur 5 jours en plus, Oui. voilà, il y a toujours beaucoup de choses. Ouais. De toute façon, c'est des éléments qui sont très cadrés, donc même le minimum, même si la personne fait le minimum, il y a quand même un contenu qui reste conséquent. Ouais, c'est ça. Sur Safe, c'est pareil, hein. Sur Safe, il va y avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, il y a des éléments de culture sur Safe. Alors, souvent, il y a des gens qui trollent un petit peu le référentiel du framework Safe en disant que c'est finalement une espèce de mélange de toutes les tendances un peu hype du moment, et puis on secoue, et puis on fait payer les gens, et puis on fait passer Safe. Bon, ça va un peu plus loin que ça, c'est qu'en fait, comme c'est américain, ils aiment bien être sur la logique d'amener des preuves, des éléments de preuve, des éléments qui étayent un petit peu les différentes pratiques recommandées pour que ce ne soit pas uniquement du yaka faucon qui sort de nulle part. Ouais, c'est ça. Et donc, il va y avoir des éléments de culture. Par exemple, ils font référence à Peter Drucker, hein, pas Michel Drucker, Peter Drucker pour tout ce qui est management par objectif. Donc, ça date déjà des années 50, mais il y a plein d'éléments comme ça qui sont de la culture managériale générale, de la culture produit, de la culture en rapport avec du delivery ou non, et qui vont venir étayer un petit peu tout ça en fonction de l'état de l'art. Donc c'est quand même aussi l'un des éléments qui me paraissent importants, même quand on n'estime pas forcément avoir besoin de monter en compétences, c'est que des certifs assez grosses comme justement le PMP ou sur certains niveaux de Safe garantissent quand même qu'on ait au moins un minimum vital sur des connaissances sur l'état de l'art en fait, dans les différents domaines, même si tout n'est pas applicable. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas souhaitable de chercher à tout appliquer partout, hein, mais oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et en plus de ça, moi, je pense aussi que ça, sur différentes, enfin après, sur les deux formations en tout cas, sur le Lean Six Sigma, donc Green Belt et PMP, j'ai revu aussi des choses qui faisaient écho. Oui. Entre les deux formations, ouais. Donc principalement des outils utilisés, des choses, enfin. Finalement qu'on revoit aussi plus tard au boulot, quoi, directement chez le client ou voilà sur notre mission, et voilà des petites choses qui font écho à ce qu'on a appris sur la théorie. On se dit finalement ok, on s'en sert vraiment en fait de ces choses-là. Et donc au même titre que des petites anecdotes ou des exemples ou de la culture G qu'on apprend dans ces formations, on a aussi des outils qu'on peut réutiliser même des années plus tard. En allant récupérer ses notes, et on se dit oui, mais c'est vrai que ça en fait c'était hyper important, je l'ai jamais vu, mais maintenant en fait maintenant que t'en parles, oui je sais, on en a parlé et je suis pas perdu quoi sur ce que tu me dis. Oui, effectivement. Par exemple, tu vas avoir des éléments en rapport, par exemple, si sur ton projet, tu vas avoir de la gestion du risque, eh bien, il y a des matrices de gestion des risques. Et l'intérêt, c'est de l'avoir vu sur des prépas de certification. C'est que normalement, on t'a présenté aussi le contexte dans lequel ça peut être intéressant de l'appliquer, les limites de l'outil aussi, puisque chaque outil a des limites également. Et donc, pareil, il y a des techniques, entre guillemets, pour faire de l'alerting, du reporting, des choses comme ça, et dont le niveau de pertinence va varier en fonction du contexte. Et ça, c'est ça que je trouve quand même assez intéressant. Même si ça reste de la connaissance théorique, comme tu dis, ça reste quand même quelque part, tu sais que tu l'as vu, et rien ne t'empêche ensuite d'approfondir en te disant que on t'a présenté dans un contexte précis déjà, tu ne le découvres pas. Ouais. C'est ça. Tu as des exemples là, de choses que tu avais apprises, que tu as pu appliquer, ne serait-ce que là dans ta mission actuelle? Sur l'outil, la matrice, ou je sais pas, les pratiques? Ouais, alors ça peut être potentiellement le Six Sigma, potentiellement faire une petite quotienne en se disant, s'il y a des statistiques à faire ou ce genre de choses, réaliser une gaussienne en disant voilà, là on a la majeure partie de notre échantillonnage qui est répartie entre plus 3 sigma, moins 3 sigma, ce genre de petites choses. Ou alors après c'est des trucs peut-être un peu plus basiques qu'on voit même à l'école d'ailleurs, hein, le SWOT. Oui. Pour définir sur un process donné ou sur un outil, les forces et les faiblesses associées à un processus par exemple. Il y a beaucoup de choses, hein, des boîtes à moustaches pour des statistiques, encore une fois. Oui, les boîtes à listage. Non, après ça peut être pour des calculs, c'est ça, des calculs de chemin critique dans le cadre dans le cadre de planification, vraiment. Des petites méthodes à appliquer. Peut-être pas forcément pour le faire, mais peut-être au moins pour
enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet. Ouais. Ça nous permet aussi de reprendre juste ce qu'on nous a dit. Et finalement, ça facilite potentiellement le sujet. Oui, la Plutôt transmission. que d'aller d'aller inventer des choses pour que la personne en face de soi comprenne. On reprend juste quelque chose qui est existant, on le met par écrit et puis là, voilà, ça met tout le monde d'accord, quoi. Ouais. Voilà, après, il y en a beaucoup, hein. Je pense que là, je les ai pas forcément en tête, mais non, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent, qui vous reviennent en tête sur tel ou tel sujet, quoi. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, ça me permet moi vraiment de pas me perdre quand quelqu'un me parle. J'arrive à raccrocher ce qu'il me dit à ce que potentiellement de la théorie que j'ai appris pour savoir à peu près dans quel environnement il est et de quoi il parle de manière générale. Donc c'est plutôt que de dire oui, mais en fait de rien comprendre, quoi. Ça permet tout de suite de l'associer à quelque chose qu'on connaît. Voilà, et d'être moins perdu et de pouvoir répondre du coup sans être à côté de la plaque. D'accord. Bon, très bien. Bah, écoute, en tout cas, moi, je n'avais pas forcément grand-chose d'autre à ajouter sur ce sujet, qui est un sujet majeur chez AFD Tech, puisque on est dans une entreprise où on est des consultants. Donc, ça veut dire qu'on change potentiellement d'environnement client, mais aussi de nature de besoin client. Et donc, chez nous, c'est quand même un enjeu central que de savoir qu'on a la possibilité de maintenir nos compétences et de monter en compétences grâce notamment, puisque c'est l'un des procédés, il n'y a pas que celui-là, au fait de passer régulièrement de la formation certifiante. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Je rappelle que Frédéric est l'un de nos PMO seniors maintenant chez AFD Tech, et puis que tu fais partie donc des gens qui ont pu passer des certifications en dehors et avec AFD Tech. Et là, tu as pu témoigner du fait que de temps en temps, ça sert quand même. C'est ça. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à toi. Formez-vous. Oui, c'est bon message. Oui. Tout le monde, ça sert toujours, donc formez-vous. Merci. Merci.